Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons avec nous aujourd'hui donc Monsieur Luc Simonet. Donc Monsieur Luc Simonet qui est le président de la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique. C'est bien ça. Monsieur Luc, bienvenue sur le plateau d'Almoaten. Voilà. Donc nous allons parler aujourd'hui de l'optimisme. Oui. Vous allez essayer de nous expliquer au départ c'est quoi l'optimisme, etc. Nous allons aussi expliquer à nos auditeurs et puis alors aussi en même temps aux téléspectateurs qui nous suivent sur la chaîne YouTube que le 21 septembre, on organise justement ensemble une journée de rencontre en fait, ici même au sein des locaux d'Almoaten. D'accord. Et alors avec la présence de pas mal d'associations, de pas mal d'organisations, etc., qui militent aussi, qui travaillent aussi dans le cadre de la paix et de la convivialité, du vivre ensemble entre des personnes de couleurs différentes, d'origines différentes et qui portent en tout cas une vision du monde qui est différente. Donc, Monsieur Luc, vous êtes avocat honoraire, je pense. Oui, c'est ça. Depuis janvier 2015. Oui, 15. Oui. Vous êtes aussi ancien membre du Conseil de l'Ordre. Oui. Vous êtes aussi conseiller suppléant de la Cour d'appel de Bruxelles, donc pas mal de titres. Hein. Donc, membre suppléant aussi de la Commission de la nomination des notaires. Oui. Fondateur et président de la Ligue des optimistes, dont on va parler aujourd'hui. Oui, absolument. Voilà. Et alors, fondateur et président de l'Association internationale Optimistes sans frontières, exact, qui est aussi membre consultatif en fait du Conseil économique et social de l'ONU depuis janvier 2014. C'est bien ça. Voilà, donc, est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter? Non, c'est très bien, il ne fallait pas en dire autant. Voilà, ok. En tout cas, on va parler de l'optimisme comme levier, comme support, comme pédagogie justement, pour construire ensemble. Oui. Voilà. Et donc, je commencerai par la première question, si vous permettez. Donc, c'est quoi l'optimisme pour Luc Simonet? Alors, je vais peut-être vous raconter très rapidement comment m'est venue l'idée de cette Ligue des optimistes. En fait, en 2005, moi j'étais avocat fiscaliste, et quand mes clients me téléphonaient pour dire j'ai tel ou tel problème, j'avais envie de dire je m'en fous. Et puis je me suis dit que quand on n'est plus dans l'enthousiasme, c'est le signe qu'on doit changer quelque chose à sa vie. Et je ne sais pas si vous savez d'où vient le mot enthousiasme. Le mot enthousiasme vient du grec NTU atmos, ce qui littéralement signifie dans le souffle du divin. Alors l'idée, ça n'est pas évidemment de créer un mouvement religieux, mais l'idée c'est quand même de remettre un peu de spiritualité dans la matière. Parce que je pense que nos sociétés sont en train de devenir extrêmement cyniques, extrêmement matérialistes, et que donc l'optimisme, peut-être dans le sens de l'enthousiasme, constitue peut-être une bonne réponse à cette difficulté de notre temps. Donc l'idée pour moi, c'est que l'optimisme, ça n'est pas uniquement le contraire du pessimisme, c'est aussi et peut-être davantage encore le contraire du cynisme. Et encore une fois, je pense que nos sociétés sont en train de devenir terriblement cyniques. On voit bien que les riches deviennent de plus en plus riches, que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, que les classes moyennes sont en train de disparaître. Et donc je pense que nous avons un véritable problème avec l'hyperfinanciarisation du monde. On voit bien aussi d'ailleurs que, par exemple, les multinationales ne payent pas d'impôts. Pourquoi? Parce qu'elles mettent tous les États en concurrence les uns contre les autres, parce qu'elles mettent tous les travailleurs en concurrence les uns contre les autres, et résultat des courses, alors que ces multinationales sont sans doute les sociétés qui profitent le plus, je dirais, de tout ce que leur offre la collectivité, à savoir premièrement le marché solvable, l'éducation, les infrastructures, enfin bon, toute une série de choses dont ces multinationales profitent énormément sans payer le moindre centime d'impôt, pratiquement. Pourquoi? Parce qu'elles profitent de toutes les niches fiscales. C'est pour ça que je suis un Européen convaincu, et je dis qu'il est urgentissime, plutôt que de se replier sur soi-même, il est urgentissime d'ouvrir complètement l'Europe et de donner
et de donner une force à l'Europe. Alors, pour revenir à l'optimisme, qu'est-ce que vient faire dans tout ça l'optimisme? Eh bien, je pense vraiment qu'il appartient aux optimistes de réfléchir ensemble à une société plus fraternelle. Je pense que c'est ça l'objet fondamental de notre mouvement, c'est de réunir, au fond, un certain nombre de personnes qui prennent conscience que ce monde hyper matérialiste, hyper financiarisé, ne va pas pouvoir continuer comme ça, et que nous allons devoir réinventer un monde un peu plus fraternel. Alors, la première chose que j'avais écrite quand j'ai créé cette association, j'avais écrit « L'optimisme n'est pas une aptitude congénitale au bonheur qui nous affranchirait des grands problèmes, des problèmes douloureux et des grands chagrins de notre vie. L'optimisme est un apprentissage par lequel, à partir d'une décision consciente, l'homme se construit dans la connaissance de lui-même et la discipline. L'optimisme mène à l'intuition du sens de la vie. » Et donc, l'idée c'est ça, c'est de se dire, chacune de mes pensées contient une puissance. Une responsabilité. Une puissance et donc une responsabilité. Qui dit pouvoir, dit responsabilité. Si j'ai le pouvoir d'influencer, même un petit peu, le monde de manière positive ou de manière négative, eh bien ce pouvoir-là, ce pouvoir de ma pensée, il implique aussi une responsabilité. Et donc je dis que nous sommes tous responsables de tout ce qui advient dans le monde. Chacune de nos pensées a une influence. Et l'idée, évidemment, c'est de recréer un monde qui soit un peu plus juste, qui soit un peu plus beau, qui soit un peu plus fraternel. Et donc c'est précisément, quand vous parliez tout à l'heure, au-delà comment dirais-je, de la couleur de la peau, au-delà des religions, c'est bien ça que je veux dire. J'ai écrit d'ailleurs ici, la confiance est lumineuse, elle est à l'opposé de nos peurs qui souvent sont arrimées à l'ignorance, et en particulier la peur de l'autre dans ses différences, de l'autre si différent de moi socialement et culturellement, de l'autre dont la peau n'a pas la même couleur que la mienne, de l'autre qui pratique une autre religion que la mienne, de l'autre qui parle une autre langue. Et c'est ça que nous devons vraiment, je crois, réapprendre. Et donc, ça peut dire que je me réjouis qu'il existe des associations comme la vôtre, précisément pour casser au fond tous ces murs qui existent entre nous et que nous construisons. Est-ce que c'est pour cela en fait que vous avez élargi un petit peu le même mécanisme qui existe un petit peu partout maintenant en Europe et même en Afrique? Alors bien entendu. La création de plusieurs ligues. Oui, bien entendu. Alors nous avons créé des associations sœurs aux Pays-Bas, en Allemagne, au Bénin, en France, en Suisse, en Italie, à Monaco, Grand-Duché de Luxembourg, Bulgarie et maintenant États-Unis. Enfin, nous sommes dans 12 pays, en Suisse aussi. Alors l'idée, évidemment, c'est de nous étendre un peu partout. Et donc nous avons créé une association internationale qui est une association de droit belge qui s'appelle Optimistes sans frontières et qui, comme vous avez eu la gentillesse de le dire tout à l'heure, a été reconnu comme membre du Conseil économique et social de l'ONU, ce dont je suis quand même assez fier. Et alors nous avons créé un état métaphorique, un état poétique qui s'appelle l'Optimistan. Et l'Optimistan, c'est un nouvel état de conscience selon cette pensée de Théard de Chardin qui disait que à mesure que le monde se complexifiera, il conviendra d'en élever l'état de conscience. Voilà. Et donc, pourquoi être, comment on dit, mais comment est-ce qu'on peut être optimiste par les temps que nous connaissons, qui sont évidemment des temps très durs, très comment je veux dire, très difficiles, qui posent vraiment question. Mais je pense que c'est précisément aujourd'hui qu'il est nécessaire de recréer un lien
un lien social. C'est-à-dire que, au fond, ce que nous devons apprendre, c'est que nous devons recréer en quelque sorte un bien-être fondé sur les liens plutôt que sur les biens. Et en ça, je pense que c'est une grande remise, en question. Et quels sont en fait les objectifs de la Ligue des optimistes, les objectifs au pluriel de la Ligue des optimistes? Alors, l'objectif, c'est évidemment de participer modestement à l'élévation précisément de l'état de conscience. Parce que je pense que si on se départit de ces peurs, c'est aussi de dire sortons un peu de nos peurs justement des différences. Si nous avons moins peur, ou plus peur du tout, dans un monde magnifique, plus peur de l'étranger, plus peur de celui qui est différent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va se rendre compte que c'est un enrichissement énorme. Par exemple, on voit bien ce qui arrive maintenant. Nous, je dirais, on va dire le monde occidental a cru pouvoir intervenir comme ça au Moyen-Orient en pensant que rien ne changerait. Pas du tout. On a mis, passez-moi l'expression, on a mis le bordel là-bas. Alors je dis pas que je suis pas en train de défendre les régimes anciens. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce que je veux dire, c'est que on doit aussi agir avec prudence. Et je pense que l'Occident a été extrêmement imprudent et s'est comporté un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et ce qui nous arrive là maintenant avec tous les réfugiés, parce qu'on nous dit maintenant, oui, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Oui, mais quand on voit tout le chômage qu'il y a chez nous, on ne peut pas les accueillir. Je dis que c'est confondre, enfin en tout cas c'est ne pas se rendre compte qu'il existe une hiérarchie des valeurs. Voilà des gens qui arrivent par milliers, qui fuient la mort, qui fuient la torture, qui fuient les viols, et donc des gens qui veulent sauver leurs enfants et qui prennent le risque immense de traverser la Méditerranée. Et puis, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, les frontières se ferment. On ferme les frontières. Et on abandonne à l'Italie, à la Grèce, la charge de l'ensemble. Je dis que c'est un scandale. Et ça, c'est le cynisme. Et je dis que l'optimisme, précisément, c'est de dire non, je ne dois pas accepter l'inacceptable. Et oui, je peux faire quelque chose modestement, à mon niveau, simplement par la pensée. Mais pas, qui sont en fait en tout cas les buts poursuivis par la Ligue des optimistes, justement pour essayer de transmettre ce genre de philosophie de vie, ou soit de valeurs de vie? Oui, alors déjà on a une newsletter à laquelle tout le monde peut s'inscrire tout à fait gratuitement. Donc ça, je veux dire, c'est très très facile. Vous pouvez donner en tout cas les il suffit d'aller sur info@liguedesoptimistes.be ou bien info@liguedesoptimistes en un mot.be. Vous envoyez un petit mail et vous recevrez la newsletter, et bien sûr, on peut se désinscrire quand on veut. Et là, on a tout le contenu dispatché à chaque fois sur les activités, etc. On organise pas mal d'activités. On organise beaucoup de conférences, pratiquement chaque semaine. Alors, par exemple, ce qu'on a fait, on a sponsorisé il y a quelques années un membre de la Ligue des optimistes qui a fait Dakar, Paris, Bruxelles dans une espèce de caisse à savon qui fonctionnait à l'énergie solaire. C'est très bien. Donc simplement pour montrer qu'il est possible de faire 5000 km sans une goutte d'essence. Alors
comment dirais-je, il y en a un qui fait beaucoup mieux, Bertrand Piccard avec Solar Impulse. Lui, il vole carrément, il fait le tour du monde en avion sans une goutte d'essence. Ça, c'est absolument avec l'énergie solaire. Mais ça, vous voyez, ça c'est la quintessence de l'optimisme. Voilà quelqu'un qui, à partir d'une idée qui a pu paraître folle, s'est dit: tout le monde croit que c'est fou, et moi, je suis assez fou pour croire que ça ne l'est pas. Je fonce et je réalise quelque chose qui est tout à fait... Et puis il le fait. Et je dis que ça, c'est absolument merveilleux, parce que ça veut dire que dans un certain nombre d'années, je ne sais pas combien, mais dans un certain nombre d'années, on pourra voyager sans plus de pollution. Donc voilà des motifs, il y a énormément de motifs d'optimisme quand on regarde bien. La Ligue a combien de membres au niveau belge et même au niveau international maintenant? Alors les membres, on compte parmi les membres ceux qui se sont déjà inscrits une fois. Grosso modo 16 000 en Belgique. Adhérents Oui, adhérents. Oui. Et alors en fait en France, la France a commencé après nous, puisque tout a commencé ici. Là maintenant, ils ont juste dépassé les 10 000, mais ça avance très très vite. Voilà. Et donc, grosso modo, si on compte partout, maintenant il faut compter grosso modo que nous sommes une cinquantaine de milliers, mais l'évolution est rapide. Et aussi, vous avez pas mal de personnalités très connues au niveau international qui adhèrent en tout cas aux valeurs de la Ligue des optimistes. Il y a des personnalités importantes qui adhèrent aux valeurs de la Ligue des optimistes, mais disons qu'ils ne prennent pas plus d'importance au sein de la Ligue des optimistes que n'importe qui. Et qu'est-ce qui motive en tout cas, les membres à devenir membres justement de la Ligue? Écoutez, je pense que finalement il y a de plus en plus de personnes qui commencent à penser comme ça. Et le fait de se dire de rencontrer d'autres personnes qui disent je suis pas seul. Je suis pas seul à penser comme ça fait plaisir. Vous voyez, ça fait plaisir de se dire que, il y a de plus en plus de personnes qui ont décidé d'ouvrir un peu leur cerveau, plutôt que de se renfermer et de vivre sur la peur. Mais comment ça se passe concrètement? Pour devenir membre? Oui, concrètement, c'est des tables rondes, c'est des débats, des journées de rencontres. Oui, comment ça se passe? Alors déjà, pour devenir membre, tout le monde peut devenir membre du jour au lendemain. Oui. Il suffit de s'inscrire, on va sur le site, et puis on fait adhésion, on clique et c'est fini. Et on reçoit une petite carte d'adhésion. Et on reçoit une carte d'adhésion, on reçoit un message, on reçoit une brochure avec des informations, des autocollants. Et puis alors des autocollants aussi, on peut montrer à la caméra. Oui, voilà, des autocollants pour mettre sur sa voiture. Et alors, ce qui est chouette, c'est que les gens se font un petit signe. Ça, je montre à la caméra. Comme ça, les gens se font un petit signe quand ils voient un membre de la Ligue des optimistes. Oui. Et, mais, vous voyez, en fait, quand on dit il suffit de s'inscrire, la réalité, c'est que aussi, je pense que l'optimisme relève d'une décision. Ça veut dire que si quelqu'un est terriblement déprimé, que tout va mal, c'est que cette personne voit tout en noir, eh bien cette personne peut un jour décider qu'à partir de maintenant, j'ai décidé, je deviens optimiste. C'est-à-dire que oui, je pense que nous avons le pouvoir sur notre cerveau. Alors la question est de savoir si je dis que j'ai le pouvoir sur mon cerveau, qui je suis. Bon, ça c'est évidemment une grande question, grande question philosophique. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, exactement, c'est ça. Donc c'est la grande question philosophique, mais en tout cas, j'ai la conviction qu'on peut du jour au lendemain se dire, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre du plaisir dans tout ce qui m'arrive. D'ailleurs, le philosophe Nietzsche disait que, au fond, le secret du bonheur, c'est cette capacité à aimer avec passion, pas seulement supporter, aimer avec passion
tout son destin, quoi qu'il advienne, parce que notre destin est là pour nous faire évoluer. Mais quel est le support via lequel vous expliquez en tout cas la méthodologie? Parce qu'ici, on parle vraiment d'une sorte de métacommunication. On parle vraiment alors peut-être, je suis un peu plus réticent. Je suis un peu plus réticent à comment dirais-je, par rapport au mot de méthodologie, parce que fondamentalement, j'ai pas vraiment une méthodologie. C'est-à-dire que j'ai eu une conviction à un moment. J'en ai parlé à quelques amis qui ont dit mais c'est génial, et puis c'est parti, et finalement c'est un mouvement qui m'a complètement dépassé. Et donc c'est transmis de bouche à oreille. Oui, tout à fait. Et puis, au fur et à mesure. Bien sûr, on a été un peu aidé par. Et c'est depuis 2005. Depuis 2005. Oui. On a été aidé par les télévisions, par les radios, par les journaux, etc. On a par exemple eu, je sais plus, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans par exemple, on a eu deux grandes pages en première et deuxième page du plus grand quotidien norvégien. Et puis bon, il n'existe pas encore de ligue en Norvège. Je crois en 2 jours, j'ai reçu de Norvège 2000 messages en disant c'est super, il faut qu'on fasse ça ici aussi. Donc, heureusement, j'ai une copine qui est norvégienne à qui j'ai pu envoyer tout en lui demandant s'il te plaît renvoie. Mais donc l'idée c'est effectivement que ça parte partout, que ça parte partout. Et puis on va créer une nouvelle citoyenneté de l'optimisme, et nous serons tous des optimistes annés. Donc il y aura plus un seul apatride dans le monde, puisqu'il y aura au moins, s'il le souhaite, la citoyenneté de l'optimiste. La situation actuelle, en tout cas en Europe et un peu partout dans le monde, n'est pas très très facile vu le nombre d'attentats et la problématique du radicalisme en tout cas, et spécialement chez les jeunes ici en Belgique. Est-ce que la Ligue des optimistes a un rôle à jouer en tout cas, ou est-ce qu'elle a déjà entamé en tout cas? Ça je le pense réellement. Je pense réellement que oui. Parce que précisément c'est le cœur, c'est le cœur en tout cas un des axes du cœur de notre action, justement, c'est la compréhension de l'autre. C'est le respect. J'aime pas trop le mot tolérance, parce que la tolérance, c'est dire je te tolère, mais je préfère le mot de respect. Le respect des dans le respect à l'adhésion à l'autre. Là, évidemment, puisque nous sommes dans une radio musulmane, c'est vrai que les musulmans sont particulièrement touchés par ce problème, qui est un problème terrible, parce que on doit faire très 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 attention à l'amalgame, très très attention. Cela étant, je crois aussi que les musulmans doivent clairement se positionner par rapport à ça, et qu'ils ne doivent pas jouer en disant oui, enfin c'est dégueulasse, mais quand même. Voilà. Il faut se positionner comme il le faut, selon les circonstances. Il faut se positionner clairement. Il faut. Je veux dire, ce qui se passe, c'est inadmissible, quoi. Ce sont des crapules, quoi. Tout à fait. Donc là, il faut quand même. Et comment encore la Ligue pourrait éventuellement rapprocher justement. Alors, je pense pas qu'on le fera. Je pense pas qu'on pourra rapprocher les gens par la critique, etc. Je pense qu'au contraire, il faut réfléchir à quelque chose de bien. Vous savez, moi, je trouve que la Belgique est un pays absolument extraordinaire à ce niveau-là, et que la Belgique peut montrer vraiment un bel exemple de respect des différences. Nous avons le privilège de vivre au point de confluence de 2 grandes cultures, qui est la culture germanique et la culture romaine. On a aussi, comment dirais-je, le privilège de vivre d'abriter la capitale de l'Europe, d'être un foisonnement multiculturel absolument magnifique. Tout à fait. Et donc je me dis que la question que je me pose, surtout quand on voit ce qui se passe dans les pays pauvres,
je me dis, mais quelle chance nous avons de vivre dans un pays comme ça. Et si nous ne montrons pas l'exemple au monde entier d'un pays qui peut vivre justement à ce point de confluence, qui peut accepter et s'enrichir de toutes les différences, qui va montrer l'exemple. Et c'est ça le grand combat. Et c'est pour ça que je pense que cette question du respect, elle est intimement liée à l'optimisme. Pourquoi? Parce que si on vit avec des gens enthousiastes, qui ont envie de construire quelque chose ensemble, mais c'est sûr que on ne peut plus être désespéré. Et c'est sûr que quand on voit, je veux dire, ces jeunes, hein, comment dirais-je, ces jeunes qui se sont radicalisés, ce sont des gens ce sont des jeunes qui sont désespérés. Quoi. Justement, quel est votre regard personnel et votre analyse, en tout cas, par rapport à cette situation? Surtout, ce que vous êtes en train de dire par rapport aux jeunes, désespoir, peut-être manque de motivation, j'en sais rien, peut-être un problème de communication. Mais quel serait, à votre avis, en tout cas, les causes? Et peut-être un problème de considération aussi. Un problème de considération, parce que il faut bien avouer que ce qui se passe actuellement, le chômage des jeunes, il est vraiment terrible. Et ça, je dis que j'accuse effectivement la société financière. Parce que aujourd'hui, quand une entreprise va bien, mais qu'elle pourrait encore aller mieux, que les actionnaires pourraient encore gagner plus d'argent simplement en délocalisant, eh bien je dis ça c'est crapuleux. C'est crapuleux. Et donc je dis que les actionnaires feraient bien aussi de réfléchir un petit peu à ce qu'ils font. Et ça touche. Et je dis que souvent les managers, les hauts managers se comportent comme se comportent comme des soldats, comme des mercenaires d'un capital qui devient de plus en plus cupide. Et je dis que ça ne va pas, que les toutes grandes entreprises ne payent pas les mêmes impôts que les petites et moyennes entreprises. Ça ne va pas que les très riches payent moins d'impôts que les moins riches. Alors on dit, mais ça n'est pas vrai. On dit, mais c'est pas vrai, les riches payent beaucoup d'impôts. D'ailleurs, il y a un impôt progressif. L'impôt progressif, c'est une fumisterie qui sert à faire croire aux pauvres que les riches payent beaucoup d'impôts, mais ça n'est pas vrai, parce que quand l'impôt est trop élevé, on ne paye plus d'impôts. Mais quel serait, à votre avis, en tout cas, le traitement adéquat, justement, qui va intervenir pour essayer, justement, de réguler tout ça? Alors, écoutez, moi, je crois que déjà, une preuve d'optimisme, c'est ne pas se désintéresser de la politique. Et donc, je pense que les jeunes, n'importe quel jeune, les jeunes feraient beaucoup mieux de s'intéresser beaucoup plus à la politique plutôt que de dire les politiciens tous vendus, etc. Ça n'est pas vrai. Il y a dans le monde politique des gens très bien, il y a des gens moches comme partout. Je dis, il n'y a pas de règles. Et je dis que les jeunes feraient beaucoup mieux, plutôt que de se désintéresser de la politique, ils feraient beaucoup mieux de soutenir les dirigeants politiques pour vraiment reprendre un vrai pouvoir. Parce que le pouvoir, il n'est plus en politique, malheureusement. Il est dans la société dans les sociétés financières. Et c'est pour ça que la construction de l'Europe, je reviens là-dessus, la construction de l'Europe, elle est tellement importante. Elle est tellement importante parce que l'Europe entière peut mettre ses multinationales au pas. Ce que les États, au niveau individuel, ne peuvent plus. Et le départ Alors, le problème quand même un instant l'optimisme, bien que tout soit lié. L'optimisme, c'est de se dire, moi, à mon petit niveau, je peux avoir une influence. Peut-être pas une influence énorme, mais toutes les petites influences ensemble constituent une grande influence. Et donc, je pense que à partir du moment où les jeunes vont prendre conscience que oui, ce qu'ils pensent a de l'importance,
et que oui, ce qu'il pense peut avoir un effet dans la réalité, plutôt que de penser que de toute façon ça sert à rien. Si, ça sert, mais il faut d'abord qu'ils commencent à se respecter eux-mêmes. Et je pense que personnellement, les gens qui utilisent Dieu pour tuer les hommes, ils n'iront pas au ciel, ils iront en enfer, c'est sûr. Donc il y a une sorte d'éducation en tout cas dans la vision et dans disons le projet même de la Ligue des optimistes. Bien sûr vous travaillez avec les écoles pour transmettre ce genre. Oui, certainement. Alors évidemment, le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a pas suffisamment de personnel pour s'occuper de tout. Mais petit à petit, ça se met en place. Et vous savez, moi, je suis un grand adepte de l'imperfection. Parce que les gens qui disent toujours oui, quand on leur dit quelque chose, la réponse est oui, mais. Oui, mais en réalité, ça veut dire non parce que. Oui, oui. Ah, ça veut dire non parce que. C'est que ce sont des gens qui utilisent le besoin, qui veulent atteindre la perfection et qui utilisent la perfection comme un alibi pour ne pas commencer. Or, moi, je crois que nous devons chacun, là où nous sommes, avec nos petits moyens, d'imiter et puis nous poser chaque jour la question, déjà remercier d'être en vie, déjà remercier même pour les problèmes que nous avons qui peuvent nous faire évoluer et qui font que nous sommes ce que nous sommes, avec une prise de conscience chaque jour meilleure, nous devons remercier pour tout ce que nous voyons, pour toute la vie. Et je crois que nous devons nous poser chaque matin la question de savoir qu'est-ce que moi, à mon petit niveau, je vais faire aujourd'hui pour que le monde devienne un peu meilleur. C'est sûrement pas avec une Kalachnikov. Tout à fait. Il ne va pas devenir meilleur. Il va devenir détestable. Et on voit bien ce qui arrive dans tous les pays. On voit bien ce qui arrive aux États-Unis, où on commence à critiquer les étrangers. Et puis les dérives dictatoriales. Tout à fait. Les dérives dictatoriales. Les uns contre les autres, etc. Exactement. Et ça commence, c'est vrai que ça commence vraiment. Et ça commence comme ça. Oui. Mais toutes les guerres commencent comme ça. On doit être attentif à ça. Et donc je dis que moi, à mon petit niveau, je fais ce que je peux. C'est pas grand-chose peut-être avec cette Ligue d'optimisme, mais c'est un petit quelque chose. Oui, les projets futurs de la Ligue, est-ce qu'il y a d'autres ligues qui vont voir le jour dans d'autres pays? Écoutez, j'espère déjà dans votre pays. Maroc, au Maroc. Oui, franchement, je pense que ça peut être très utile au Maroc. Il y a des projets. Il y a un projet en Mauritanie, il y a un projet qui a déjà commencé au Niger, au Canada, en Norvège, en Suède, au Danemark. Oui, enfin, ça évolue positivement. Ça évolue petit à petit. J'espère que nous aurons une ligue aussi en Autriche, parce que là encore, vous voyez, quand on voit les dérives d'extrême droite, c'est toujours la même chose. C'est parce que les gens ont peur. Oui, tout ce qui est extrême, de toute façon, est dangereux. On doit apprendre à sortir de nos peurs. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça ira mieux. D'accord. Et alors, aujourd'hui, Luc Simonet, êtes-vous optimiste ou pessimiste? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, et pour vous dire la vérité, je suis toujours sur le fil du rasoir. Je suis toujours sur le fil du rasoir en me disant, est-ce que je suis optimiste ou pessimiste, mais je décide. Il y a quand même ce bilan maintenant qu'on voit. Non, mais je décide d'être optimiste. Oui. Je décide d'être optimiste. Et justement, ma décision d'être optimiste, c'est justement ça. C'est mon acte de volonté et c'est mon acte de liberté. Je suis libre de penser comme je veux. D'ailleurs, je crois que c'est le philosophe René Char qui disait: le monde
ton monde est exactement ce que tu penses de lui. C'est-à-dire que si vous pensez que le monde est moche, le monde est moche. Si demain matin vous vous levez en disant que le monde est beau, le monde est beau, votre monde est beau. Et si plusieurs milliards de personnes se disent que le monde est beau, le monde sera beau. Mais ça se passe au niveau cognitif en fait. Donc il y a ces personnes qui ont toujours ce conflit cognitif et vivent avec ça. Comment les rendre optimistes? Alors, je pense qu'on ne peut pas influencer les autres. Tout à fait, mais c'est ça en fait. C'est là que ça joue. On ne peut pas influencer les autres. Ce qu'il y a, c'est que si vous vous levez demain de bonne humeur, et même si vous avez des gros emmerdements, c'est pas ça la question. On peut avoir des gros soucis tout en gardant à l'intérieur cette foi, cette force qui fait qu'on se dit bon, c'est difficile aujourd'hui, mais ça ira mieux. Mais moi, je suis un peu comme vous, donc je suis souvent optimiste malgré donc les difficultés, les obstacles de la vie. Mais vous avez aussi une partie de gens qui n'ont pas cette capacité, en tout cas, à voir les choses comme ça. Oui, alors je pense que tout le monde a cette capacité de le voir comme ça. Mais il faut un acte de volonté. Il faut déjà exercer sa liberté de changer. Il faut une connexion quelque part. C'est-à-dire qu'il faut déjà se dire, eh bien, oui, je vais changer. Et je vais changer, c'est déjà comment dirais-je, prendre possession de sa liberté. Et se dire, si je peux changer, eh bien, les gens qui seront autour de moi vont par ricochet changer aussi. Si demain matin vous vous levez de bonne humeur, votre bonne humeur aura une influence sur votre épouse, sur vos enfants, sur vos amis, tandis que si vous faites la gueule, eh bien sûr que ça va avoir une influence aussi. Tout à fait. Donc, votre décision demain matin va être capitale. Parfait. Et ça veut dire que vous avez un pouvoir immense sur le monde. Donc le 21 ici, parce qu'on arrive à terme de notre émission dans quelques minutes. Donc le 21 septembre, donc c'est la journée internationale de la paix. Avec plaisir. Donc la Ligue des optimistes et Almoatine organisent une journée de rencontre ici au sein même d'Almoatine, une journée conviviale, etc. Donc nous allons inviter en tout cas pas mal d'institutions qui travaillent dans le même sens pour essayer de rassembler en tout cas ou créer des synergies avec d'autres composantes de la société qui justement travaillent avec les mêmes mécanismes et la même vision du monde. Est-ce que vous pourrez en fait nous en parler aussi? Oui, bien entendu. Alors, encore une fois, cette rencontre est une rencontre capitale. Je pense que plus que jamais, nous devons semer la paix. Nous devons semer la paix. Et nous avons aujourd'hui un challenge énorme à relever. Précisément à cause de ces fous. De ce qui se passe, oui. À cause de ces fous, on va leur montrer qu'ils vont pas. Tout à fait. On va leur montrer que non, nous n'allons pas nous diviser. Nous allons leur montrer que non, on va pas commencer à devenir des sales racistes. Tout à fait. Voilà ce qu'on va leur montrer. Et je pense que ça, ce sera la meilleure réponse que nous pourrons leur donner. Mais ça veut dire aussi que il faudra que la communauté musulmane aussi soit extrêmement claire par rapport à ça. Tout à fait. Et parfois j'ai le sentiment qu'elle manque un peu de clarté. Pour dire la vérité. Ne parle pas. Elle ne parle pas. C'est comme si elle était tétanisée, et je comprends qu'elle le soit. Je veux dire, et les chrétiens n'ont pas de leçons à donner. On a vu la barbarie qu'ont été les croisades, on a vu la barbarie qu'a été l'Inquisition, donc on n'a pas de leçon à donner, mais au même titre que l'Inquisition et les croisades ont été des maladies terribles de la chrétienté, comment dirais-je, ce qui se passe aujourd'hui est une maladie de l'islam.
Luc Simonet, merci beaucoup. L'entretien était agréable avec vous, mais merci beaucoup. Malheureusement, le temps est très restreint. Donc, madame, messieurs, au revoir et à la semaine prochaine avec un nouveau invité.